Qu'est-ce que la vie? Ça a l'air d'être une question toute simple, hein? Mais en réalité, c'est probablement l'une des énigmes les plus profondes et les plus compliquées que la biologie essaie de résoudre. Alors, la question se pose, comment on fait pour tracer la ligne? C'est quoi, au juste, la différence entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas? C'est vraiment le cœur du sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Dans la vie de tous les jours, on a l'impression que c'est facile. On sait qu'un humain, c'est vivant, un ordinateur, non. Un chien, oui. Une chaise, évidemment que non. Même un arbre, c'est vivant, alors que le feu qui pourrait le brûler, lui, il ne l'est pas. On a tous cette intuition-là. Mais dès qu'on essaie de mettre ça en mots, de le définir scientifiquement, oula, ça devient une toute autre histoire. Pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, les biologistes ont mis au point une espèce de checklist. Alors, allons-y, regardons ensemble ce qu'on appelle les 7 règles de la vie. Et la voilà, cette fameuse liste. En gros, l'idée, c'est que pour être considéré comme vivant, un organisme doit cocher toutes ces cases. Il faut qu'il y ait de l'organisation, un métabolisme, l'homéostasie, la croissance, la reproduction, une réponse à son environnement et, bien sûr, l'évolution. On va décortiquer ça point par point. Bon, on commence avec le premier critère, l'organisation. C'est simple, tout ce qui vit est structuré, et ce, de façon hyper complexe. L'élément de base, la brique fondamentale de toute cette structure, eh bien, c'est la cellule. C'est vraiment le point de départ de la vie. Mais l'organisation, ça va beaucoup plus loin que ça. Quand on regarde les organismes plus complexes, comme les animaux ou les plantes, les cellules qui se ressemblent vont se regrouper. Et ça forme ce qu'on appelle des tissus. Chaque tissu a son propre rôle à jouer, sa spécialité. Et on peut monter d'un autre cran. Ces tissus y travaillent ensemble pour former des organes. Pensez au cœur, au cerveau, aux poumons. Des structures qui accomplissent des fonctions encore plus sophistiquées pour que l'organisme entier fonctionne. C'est vraiment cette organisation à plusieurs niveaux, cette machine bien huilée, qui est une des signatures du vivant. Deuxième point sur la liste, le métabolisme. Ça, c'est un peu le moteur de la voiture. C'est l'ensemble de toutes les réactions chimiques qui se passent à l'intérieur d'un être vivant. C'est ce qui lui permet de prendre de l'énergie et de la transformer pour bouger, pour grandir, pour se réparer, pour se reproduire. Bref, sans métabolisme, il n'y a tout simplement pas d'action. Ensuite, on a l'homéostasie. Un mot compliqué pour une idée assez simple. C'est la capacité de garder son milieu intérieur stable. Pensez-y. Un corps humain reste à 37 degrés Celsius, qu'il fasse chaud ou froid dehors. C'est ça, l'homéostasie. Et rapidement, les autres points sont assez clairs. La croissance, la reproduction, la réponse à l'environnement, comme une plante qui se tourne vers le soleil, et finalement, l'évolution, qui est la capacité d'une espèce de changer sur de longues périodes de temps. OK, alors maintenant qu'on a notre checklist en main, le fun commence. On va la mettre à l'épreuve. On va voir comment elle s'en sort pour nous aider à faire le tri entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Prenons un exemple classique. Un arbre versus un feu. Un arbre, pas de problème, il coche toutes les cases. Mais le feu, c'est là que ça devient intéressant. Un feu, ça grandit, non? Ça peut même se reproduire en créant de nouveaux foyers. On pourrait croire qu'il coche plusieurs cases, mais le feu n'a aucune organisation cellulaire, il n'a pas d'homéostasie et surtout, il n'évolue pas génétiquement. Et c'est ça la clé. Pour être vivant, il faut cocher toutes les cases, sans exception. Mais si c'était si simple, on aurait fini. Le problème, c'est que la nature, elle, n'aime pas beaucoup les boîtes bien carrées. Elle est pleine d'exceptions. Et il y a des cas vraiment à la limite. Des cas qui viennent brouiller les cartes et qui nous forcent à nous questionner sur nos belles règles. Alors, est-ce qu'on peut vraiment se fier à cette checklist à 100%? Est-ce qu'elle est infaillible? Pour être bien direct, non, pas du tout. Et c'est là que la discussion devient vraiment passionnante. Il y a une bonne anecdote à ce sujet. Un groupe de scientifiques s'était mis d'accord pour dire que la reproduction, c'était le critère essentiel de la vie. Sauf que quelqu'un dans la salle a dit « Et un lapin tout seul alors, il ne peut pas se reproduire. » Oups, pareil pour une mule, qui est stérile. Est-ce qu'une mule n'est pas vivante? Bien sûr que si. Ça prouve que nos règles, si on les applique trop strictement, ne fonctionnent pas toujours. Et s'il y a bien un champion, un cas d'école qui fait exploser toutes nos certitudes, c'est le virus. Le virus, c'est le casse-tête par excellence. Il se promène sur la ligne de démarcation, cette zone grise entre le vivant et l'inerte. Regardons ça de plus près. D'un côté, un virus a de l'information génétique et il peut évoluer. Ça, c'est 2 points pour le camp vivant. Mais, de l'autre côté, il n'a pas de cellules, il n'a pas son propre métabolisme et, c'est le point crucial, il ne peut absolument pas se reproduire par lui-même. Il a besoin de pirater une cellule vivante pour le faire. Alors, on le classe où? La réponse, c'est qu'il n'y en a pas de clair. Le débat est encore ouvert et ça nous montre que la vie,
Ce n'est peut-être pas noir ou blanc, mais plutôt une échelle de gris. Toute cette ambiguïté, surtout avec les virus, ça nous force à prendre un peu de recul. Peut-être que notre checklist n'est pas la bonne approche, peut-être qu'il faut chercher une définition plus fondamentale de la vie. C'est intéressant de regarder du côté de la NASA, par exemple. Eux, leur travail, c'est de chercher la vie ailleurs. Alors, ils ont besoin d'une définition très large. La leur, c'est que la vie est un système auto-entretenu capable d'évolution darwinienne. C'est beaucoup plus simple, hein? Ça met tout le poids sur l'évolution. Et ça ouvre la porte à des formes de vie qu'on n'imagine même pas. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser. Avec cette grande question, à mesure que la science avance, qu'on découvre de nouvelles choses, que ce soit au fond des océans ou, qui sait, un jour sur une autre planète, est-ce que notre définition de la vie va devoir changer du tout au tout? C'est une question fascinante qui reste complètement ouverte. Et c'est ça qui rend la biologie si excitante.